Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la CAN. Deux autres huitièmes de finale ce dimanche avec le Maroc qui affrontait la Tanzanie et l'Afrique du Sud opposée au Cameroun. Pour en parler avec moi, vous commencez à les connaître presque par cœur. Xavier Barret et Hervé Kouamouo. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Allez, on commence avec le match qui s'est terminé il y a quelques minutes. Confrontation entre deux outsiders sérieux dans cette compétition, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Match que les Camerounais avaient plutôt mal commencé. Ils ont subi les vagues sud-africaines, mais les Bafana ont manqué cruellement de réalisme et c'est toute la physionomie de la rencontre qui a changé à la 30e minute. But de Junior Tchamadeu, le défenseur des Lions indomptables qui ont ensuite fait le break juste après le retour des vestiaires. Christian Kofané double la mise d'une superbe tête dans la surface à 19 ans. Deuxième but dans la compétition pour lui. L'Afrique du Sud a voulu y croire en fin de match avec la réduction du score de Magopa, mais les Camerounais ont réussi à tenir. Pour en parler, on prend tout de suite la direction de Rabat pour retrouver Cédric Ferreira. Cédric, on a vu ce soir des Camerounais réalistes face à des Sud-Africains qui ont gâché beaucoup trop d'occasions. Et ces occasions ont coûté très cher à l'Afrique du Sud. C'est sûrement en raison de cette inefficacité que les Sud-Africains sont éliminés. Si on regarde les statistiques, c'est très simple. Il y a eu 4 frappes cadrées de chaque côté, 67% de possession du ballon en faveur de l'Afrique du Sud. Mais c'est bien le Cameroun qui a remporté cette rencontre. Beaucoup d'occasions du côté de l'Afrique du Sud, surtout en première période, même dans les 20 premières minutes par Lyde Foster et même Roleboil Mofokeng qui a raté un face-à-face face à Devi Epassi. Et c'est contre le cours du jeu d'ailleurs que le Cameroun a marqué le premier but du match grâce à Junior Tchamadeu après un corner mal dégagé. En deuxième période, après la pause, le Cameroun a creusé l'écart avec son attaquant. Et en fin de rencontre, l'Afrique du Sud qui a presque arraché les prolongations car les Camerounais se sont fait une petite frayeur. Devi Epassi s'est troué sur une action. Les Sud-Africains n'ont pas été loin d'arracher la prolongation, mais ça a été tout simplement insuffisant et cette inefficacité, eh bien, ça laisse l'Afrique du Sud éliminée en huitième de finale. Les Sud-Africains qui avaient été troisième de la dernière CAN. Hugo Bross, leur sélectionneur, avait emmené le Cameroun, ça c'est l'histoire dans l'histoire, à la victoire en Coupe d'Afrique en 2017. Et bien cette fois-ci, pour sa dernière apparition en Coupe d'Afrique des Nations avec l'Afrique du Sud, Hugo Bross tombe dès les huitièmes de finale, mais il aura l'occasion peut-être de faire mieux lors de la prochaine Coupe du Monde, puisque Hugo Bross, le sélectionneur sud-africain, a déjà annoncé qu'après la prochaine Coupe du Monde, il quittera le poste de sélectionneur d'Afrique du Sud. Cédric Ferreira en direct de Rabat, on vous retrouve. Et le deuxième buteur camerounais, ça me revient, c'est Christian Kofané. Christian Kofané, exactement. On revient vers vous dans quelques minutes, messieurs. Deux équipes aux antipodes ce soir, des Camerounais qui ont réussi à concrétiser leurs meilleures occasions et des Sud-Africains qui ont vendangé, comme on dit dans le jargon. Alors, je vais dire merci Xavier qui avait annoncé que les Sud-Africains essaieraient de faire le jeu et que les Camerounais se sont retrouvés dans la configuration qu'ils aiment, surtout effectivement dès l'instant où le score a été ouvert par Tchamadeu. Effectivement, les premières, durant toutes les 20 premières minutes, ça a été très, très difficile et le roseau a plié sans rompre. Là, l'ouverture du score a modifié la donne. L'équipe du Cameroun s'est retrouvée dans la position qu'elle préfère en ce moment et elle a fait du jeu. Ce que j'avais dit. Elle a fait du jeu, oui. Exactement. Il faut rendre crédit. Hervé Kouamouo l'a reconnu, effectivement. On a eu le scénario auquel on pouvait s'attendre. Une Afrique du Sud qui prend le jeu à son compte et un Cameroun redéployé dans sa version défensive par le coach David Pagou, avec cette défense à 3, le retour de Koto en homme lige de cette défense, et du coup, un Cameroun qui a su effectivement encaisser la domination sud-africaine, procéder en contre-attaque, et puis faire preuve de réalisme, effectivement, en deux occasions, en fin de première période et puis en tout début de deuxième, avec en plus, il faut le rappeler quand même, une blessure importante, puisque le latéral gauche de Yongwa de Lorient s'est blessé en début de match, et il a dû être remplacé par Najida. Et là encore, il faut reconnaître que David Pagou a bien anticipé le coup, puisqu'il a fait jouer des remplaçants lors du troisième match de poule, alors que le Cameroun n'était pas encore sûr de se qualifier. Il avait fait jouer ses remplaçants contre le Mozambique. Et du coup, à l'arrivée, Najida, qui avait joué justement ce troisième match de poule, est rentré tout de suite et s'est retrouvé tout de suite dans le rythme. Donc, très belle gestion de son effectif du nouveau sélectionneur du Cameroun.
Alors après, peut-être on va parler des Sud-Africains, mais c'est vrai que du côté d'Hugo Broos, il y a quelques questions qui se posent. Ouais, restez d'abord sur les Camerounais. Est-ce que c'est le miracle David Pagou qui a pris cette sélection, on le rappelle, il y a quelques semaines et qui réalise pour le moment une compétition presque parfaite pour les Camerounais? Oui, je trouve qu'il apporte de la sérénité déjà dans sa prise de parole. Il est serein, les conférences de presse sont agréables. On est loin du tumulte qu'il y avait avant. Il y a un système qui est clair. Les joueurs se reconnaissent. Effectivement, ça a été d'abord dans un premier temps défendre. Et puis aujourd'hui, on a montré de belles petites choses. Et donc, en fait, avec le Camerounais, sait-on jamais. Un petit mot aussi peut-être, messieurs, de la pépite camerounaise qui se révèle peut-être dans ces compétitions. Christian Kofané, dont parlait Cédric, 2e but donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué, on s'en souvient, en phase de poule, un but absolument splendide, une frappe de 35 mètres en pleine lunette. Là, il met une très belle tête à l'entrée de la surface. Est-ce que c'est la révélation côté camerounais, Xavier? Oui, révélation en équipe nationale, mais pas tout à fait au niveau du football international, puisque même s'il est né qui a 19 ans à Douala et qu'il a été formé à l'AS Vatican, c'est un peu un miracle. En fait. Non, pas tout à fait. Le miracle Kofané. Voilà, il est passé par Albacete en Espagne, puis Leverkusen, et cette saison, il fait un très bon début de championnat en Allemagne, en Bundesliga. Un poste difficile à Leverkusen, donc sud avant-centre. Il faut reconnaître qu'il a d'énormes qualités, mais le problème au Cameroun, c'est qu'il y avait Aboubacar. Vincent Aboubacar, à 40 ans ou presque, qui était indéboulonnable. Et donc là, du coup, du fait qu'il y a eu cette révolution de palais au Cameroun, que Eto'o ait installé David Pagou avec carte blanche pour balayer les anciens, eh bien on a viré Aboubacar et on a pu mettre d'abord... Et c'était pas lui le titulaire lors du premier match, c'était Etaï Young, qui est un bon joueur aussi, mais finalement, il a préféré mettre Kofané pour ce match à élimination directe. Et il rend la confiance au sélectionneur. Puisqu'il a marqué ce but très important. Oui. Messieurs, avant de passer à l'autre match, un mot peut-être des Sud-Africains. Quel bilan pour cette compétition? On a dit qu'ils avaient fini 3e lors de la dernière édition, et là, ça sort dès les 8e. Oui, c'est pas non plus une élimination honteuse. Hein. C'est contre une belle équipe camerounaise. C'est l'inconvénient entre guillemets des tournois avec élimination à partir des 8e. Ils sont tombés sur une belle équipe camerounaise qui a eu effectivement de la réussite dans la première partie du match et qui a su gérer les temps forts. Donc effectivement, on les attendait un peu plus haut. Mais ce n'est que partie remise. Xavier, contre-performance pour l'Afrique du Sud? Alors oui et non. Oui, d'un point de vue purement constat. Ils étaient 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Là, ils sont éliminés dès les 8e de finale. Maintenant, il faut rappeler qu'eux iront à la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Donc, pas besoin de se fâcher. Donc Hugo Broos garde, entre guillemets, quand même un bon crédit à ce niveau-là. Et puis, on peut rappeler une chose quand même, c'est que le match clé dans ce groupe, c'était le match contre l'Égypte, un match de qualification plutôt, de poule. Ils le perdent dans des conditions discutables, avec un penalty généreux. Eux, en revanche, on leur en accorde pas un. Bref, ils se retrouvent 2e contre le Cameroun, alors que s'ils avaient été premiers du groupe, eh ben, ils affronteraient l'Égypte le Bénin, qui a priori est un petit peu moins fort. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour cette équipe d'Afrique du Sud, qui est clairement, elle, a déjà l'objectif de la Coupe du Monde en perspective. En un mot, oui, vraiment en un mot. Un jeune buteur, le pays organisateur dans le tournoi, ça vous rappelle pas 2000 Ah, donc faut faire attention au Cameroun. Attention au Cameroun. On pourrait avoir une finale, sait-on jamais, Nigeria-Cameroun, avec 2 équipes éliminées de la Coupe du Monde. Ce serait un beau symbole pour le foot africain. Allez, on passe au match de l'après-midi. Donc, qui va retrouver le Cameroun? Beaucoup avaient imaginé une promenade de santé pour le Maroc face à la Tanzanie, qualifiée après 2 nuls et une défaite, repêchée parmi les meilleurs 3e. Mais que ce fut compliqué pour les Lions de l'Atlas. Service minimum pour le pays hôte qui aura dû attendre plus d'1 heure avant de faire sauter le verrou tanzanien grâce à l'homme providentiel marocain depuis le début du tournoi. Celui qui marque à tous les matchs, le Madrilène Brahim Diaz. Débordement d'Hakimi côté droit. Diaz qui élimine son vis-à-vis et qui frappe très fort au premier poteau. Faute de main du gardien tanzanien qui avait été impérial jusqu'ici. Victoire 1-0 donc pour le Maroc. Qualifié pour les quarts de finale de Sakane. Pour en parler, on retourne à Rabat pour retrouver Cédric Ferreira. Cédric, c'est tout un pays qui a tremblé pendant 1 heure. On a vu des Marocains peut-être pris par l'enjeu des matchs à élimination directe ce soir.
En effet, l'atmosphère était lourde, très lourde et pleine de tension au stade du Prince Moulay Abdellah tout à l'heure pour ce match entre le Maroc et la Tanzanie. Déjà avant le match, je trouvais les supporters marocains assez calmes qui arrivaient vers le stade, pas d'effervescence, peut-être étaient-ils tendus comme les joueurs car c'est vrai qu'on entre dans la phase à élimination directe et il y a une pression immense sur la sélection marocaine. On le rappelle, le président de la fédération n'a fixé qu'un seul objectif, c'est la victoire ou rien. Walid Regragui est souvent critiqué ici au pays. Les supporters et les observateurs ne sont pas satisfaits du jeu pratiqué par les sélections marocaines malgré une phase de groupe globalement réussie jusqu'ici. Cette rencontre face à la Tanzanie, les Lions de l'Atlas l'ont globalement dominé, se sont procuré beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que dans une rencontre comme celle-ci où il y a d'un côté une équipe qui est obligée de faire le jeu face à une équipe regroupée, quand on dépasse la 60e minute, on commence à se poser des questions et on voyait Achraf Hakimi qui touche la barre transversale sur coup franc, les occasions qui se multiplient. Heureusement, Brahim Diaz, 4e but pour lui, meilleur buteur de cette CAN jusqu'ici. Il a inscrit le but marocain grâce aussi à une erreur de main du gardien tanzanien. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que cette victoire laisse beaucoup de monde ici sur la fin. Et les supporters que nous avons rencontrés à la sortie du stade, ils étaient tout de même mitigés. Bien sûr qu'ils rêvent de voir le Maroc remporter sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a quand même encore des doutes autour de cette équipe marocaine. Je ne sais pas ce qu'en pensent Hervé et Xavier en plateau, mais on attend quand même encore un peu plus de cette sélection marocaine emmenée par Walid Regragui. Merci beaucoup Cédric Ferrer en direct de Rabat. On va leur poser la question, Cédric. Messieurs, qualification sur le plus petit des écarts pour le Maroc. C'est un avertissement pour les Lions de l'Atlas ? Ils en ont déjà eu un au premier en phase de groupe, puisqu'ils avaient été contraints au match nul par le Mali. Alors c'est vrai que le Mali avait égalisé sur penalty. Mais on peut dire que Mali, c'est peut-être plus fort que la Tanzanie sur le papier. Oui, évidemment. Mais cette équipe de Tanzanie, elle a été très bonne, elle a été bien préparée, tactiquement bien mise au point par le sélectionneur argentin Miguel Ángel Gamondi. Donc je pense que les Marocains ont été un peu surpris par cette qualité tactique des Tanzaniens, qui avaient d'ailleurs laissé sur le banc leur habituel capitaine Samata, qui est un fantôme au Havre et qui était aussi un petit peu à la pointe de l'attaque de son équipe. Sans lui, ils ont été très bons. Et donc, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que cette formation marocaine, elle joue très bien au foot, mais elle a parfois des difficultés à concrétiser. Mais ça, c'est le propre de toutes les équipes qui prennent l'initiative du jeu. Donc là, ils ont eu un peu de mal, ils ont fini par marquer. C'est vrai que le but de Brahim Diaz est un peu chanceux parce qu'il y a une grosse boulette du gardien tanzanien. Mais à l'arrivée, c'est logique quand même que le Maroc remporte ce match. Et même si en plus, il y a eu une petite polémique sur la fin de match parce qu'il y a un penalty oublié pour la Tanzanie, c'est vrai qu'avant, il y a eu des actions un peu litigieuses plutôt en faveur du Maroc. Donc la qualification du Maroc est logique, mais c'est vrai que le prochain tour risque d'être plus compliqué. 71% de possession de balle pour les Marocains, qui ont eu donc beaucoup de déchets devant le but. On pense notamment à El Kaabi, qui avait mis peut-être les 2 plus hauts buts de la compétition dans la phase de groupe. Il a beaucoup raté, notamment de la tête, dans le but aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a eu... Mais c'est surtout en deuxième mi-temps que ça a commencé vraiment à être devant le but, parce qu'effectivement, première mi-temps, les Marocains se sont fait peur, puisque les Tanzaniens peuvent ouvrir le score très tôt, en réalité, ils ont mal géré. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de fébrilité. Et puis, effectivement, en deuxième mi-temps, à l'image un peu de leur capitaine Hakimi, qui était très sur la réserve au premier mi-temps et qui est monté en puissance au fil du match. L'équipe est montée. Effectivement, il y a eu 71% de possession, 25 centres, je crois, au 18. Donc, ça fait qu'effectivement, il y a eu de la variété, mais pas assez de présence devant le but. Et quand il y avait quelque chose, il y a le gardien tanzanien qui sortait les arrêts qu'il fallait. Parler un peu des individualités, vous avez commencé, Hervé, Xavier, vous faire réagir sur le retour d'Hakimi et peut-être évidemment un mot de Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition et qui a encore débloqué le verrou pour son équipe aujourd'hui. Ouais, c'est un joueur incroyable, il a énormément de qualité. Il faut rappeler qu'il est né en Espagne, qu'il a été formé en Espagne, qu'il a même joué pour les équipes de jeunes en Espagne avant d'opter pour le Maroc. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qu'on voit par intermittence au Real Madrid parce qu'il est pas toujours titulaire, même plutôt rarement titulaire. Mais c'est un joueur qui effectivement apporte beaucoup à cette formation marocaine. Il apporte d'autant plus que Ounahi, qui était titulaire jusqu'à présent, s'est blessé à l'entraînement hier. Donc c'est pour le reste de la compétition. On a appris El Kanous qui joue à sa place au milieu de terrain, c'est qui est un bon joueur aussi, mais qui n'était pas tout à fait dans le rythme. Avec Hakimi aussi sur le côté droite qui revient, dont on connaît les qualités incroyables, mais pareil, qui n'a pas joué depuis 2 mois. Donc c'était presque étonnant d'ailleurs de le retrouver titulaire aujourd'hui, alors qu'il avait fait qu'un petit bout de match lors du 3e match de poule. Donc on a une équipe marocaine qui a énormément de qualité, mais qui a besoin effectivement de jouer très vite
peut-être même plus vite encore que ce qu'elle a montré jusqu'à présent, pour prendre de vitesse les adversaires. Il manque, je pense, encore un petit peu de pointe de vitesse sur les actions décisives. Avant de passer à la suite, peut-être un petit mot, Hervé, du forfait d'Ounaï. C'est un facteur déterminant pour la suite du jeu pour les Marocains? Oui, pour moi, c'est un très gros coup dur parce que c'est vraiment leur playmaker. Il fluidifie le jeu entre la ligne de milieu de terrain et la ligne d'attaque. Il est très présent. Je crois qu'il est présent sur 2 buts déjà au premier tour. Donc, c'est vraiment une perte pour cette équipe. Et ce, d'autant plus, comme on dit, qu'il manque de présence dans l'axe. Effectivement, pour l'instant, il joue beaucoup sur les côtés. On voit bien qu'il n'y a pas d'avancante titulaire pour l'instant, parce que chaque match, il y a un changement au poste d'avancante. Donc, la blessure d'Ounaï est un vrai problème. En un mot, Maroc, Cameroun, votre favori, on se mouille dans cette émission, messieurs. Oui, mais je l'ai dit, le match le plus difficile, c'était contre l'Afrique du Sud. Donc, pour le Cameroun. Oui, pour le Cameroun. Donc là, je vois le Cameroun gagner, comme en 88. Non, je pense que le Maroc, chez lui, quand même, va aller trouver les solutions pour se qualifier pour cette demi-finale. Cameroun pour Hervé, Maroc pour Xavier, on fera les comptes à la fin, messieurs. Petite correction quand même, l'éventuel Nigeria-Cameroun, ce ne sera pas en finale, ce sera en demi-finale. Demi-finale, c'est même partie de table. Éventuel. Allez, on va passer aux 2 matchs de demain. 2 nouvelles affiches pour ces 8e de finale, avec d'abord les pharaons égyptiens qui défieront le Bénin à Agadir. L'Égypte qui a remporté son groupe B sans vraiment convaincre et qui devra hausser son niveau de jeu face à des Béninois repêchés parmi les meilleurs 3e. Pas de complexe en vue pour les Guépards emmenés par le sélectionneur allemand Gernot Rohr, que Cédric Ferreira a eu la chance de rencontrer avant ce choc. Écoutez. Bonjour, monsieur Gernot Rohr. Vous êtes sélectionneur du Bénin. Merci d'être avec nous sur France 24. Le prochain match, c'est le 8e de finale contre l'Égypte. Que craignez-vous de cette équipe égyptienne? On a beaucoup parlé des individualités, Mohamed Salah, Omar Marmouche. Qu'est-ce qui vous attire votre attention? Ouais. Quand vous avez une attaque composée de ces joueurs que vous venez de citer, Marmouche qui a marqué beaucoup de buts en Bundesliga et qui est maintenant en Angleterre, Trezeguet, évidemment Salah, ça fait partie du gratin du football africain, on le sait. Eux trois, ils valent 10 fois plus que toute mon équipe, si vous regardez un peu leur valeur. Donc, mais on ne fait pas de complexe, on n'a rien à perdre. On veut faire un bon match. On veut jouer notre chance à fond et je pense qu'avec ce qu'on a appris dans les 3 premiers matchs, comme jeunes joueurs, on va en faire le maximum. On a des petits soucis de blessures, comme toutes les équipes, mais on fera face à ça pour présenter un collectif très solidaire. Que pensez-vous de cette équipe égyptienne? Comment analysez-vous leur jeu? C'est une équipe qui est très collective, qui est à la fois difficile à prendre sur leur défense, qui est très athlétique, un super gardien. Ils ont aussi des joueurs qui ont gagné la Ligue des champions africaine avec les Pyramides, et ils ont une attaque, on vient d'en parler, avec des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement et collectivement. Donc c'est une équipe complète, voilà, qui est évidemment favorite, qui se doit de montrer aussi qu'elle est favorite, et nous, en tant que challenger, on va essayer un peu de les secouer. Est-ce que vous avez déjà établi un plan de jeu ou est-ce que vous avez repéré des failles dans cette équipe égyptienne sur lesquelles insister? Alors là, il nous manquera malheureusement des joueurs. Je peux récupérer certainement mon milieu de terrain que je n'avais pas dernier match sur blessure, c'est Sid Almeida, mais notre capitaine risque d'être absent. Et comme on avait bâti un projet, et on va dire une organisation un peu sur un football vertical, orienté vers Steve Mounier, il va falloir changer un petit peu, comme on l'avait fait au premier match contre le Congo, où ça nous avait pas trop mal réussi. Donc on va s'adapter à cette nouvelle donne. Et quelle sera, selon vous, la clé de ce match contre l'Égypte? L'élément qui pourra peut-être être décisif? Oui, je pense que la clé, ça sera de museler l'attaque égyptienne, avec Marmouche, avec Salah, avec Trezeguet, tous ces grands joueurs. Ça sera aussi de bien contre-attaquer. Et je pense que si on marque un premier but, tout est possible dans ce match. Voire même que si on n'encaisse pas de but, également, tout est possible, parce qu'ils seront obligés de prendre des risques pour faire honneur à leur statut. Eh bien, c'est là que peut être notre chance.
Voilà pour l'interview de Gernot Rohr. Messieurs, ils veulent bousculer les Égyptiens, les Béninois, pour essayer de mettre un but peut-être en fin de match et rêver à une qualification. Oui, mais je pense qu'ils ont réussi déjà leur CAN en se qualifiant pour le second tour. Donc tout ce qui arrive, c'est du bonus. Et je trouve l'interview de Gernot, elle est rafraîchissante parce que c'est rare aujourd'hui des entraîneurs qui parlent à ce point de stratégie avant un match. Effectivement, je suis assez d'accord. Ne pas prendre de but déjà, ce serait bien. Ça pousserait ensuite les Égyptiens à sortir, même si, par expérience, on sait qu'ils sortent pas beaucoup. Ils vont rester stables, ils vont rester sur leur base solide. Mais oui, je trouve que c'est le bon plan d'essayer d'aller le plus loin possible avec un 0-0 et quitte à aller jusqu'au pénalty. Hein. Mais Cédric Ferreira inspire la confiance. Gernot a donné son dispositif tactique. Il délie les langues, Cédric Ferreira. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant cette interview de Gernot Rohr parce qu'on a vu jouer cette équipe béninoise avec plutôt vraiment des belles intentions, beaucoup d'intelligence tactique. Et là, il nous explique pourquoi. Mais on le connaît, Gernot. Hein, c'est un malin. Il est dans la profession depuis très longtemps. Il a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Il aime l'Afrique. Hein, il y a fait une très longue carrière. Et donc, ce qu'il fait avec cette formation du Bénin, c'est remarquable parce que c'est un pays qui n'a pas un énorme réservoir de joueurs. Bon, il y a 15 millions d'habitants quand même au Bénin. Mais voilà, il travaille bien. Il y a un championnat qui est bien organisé. Il travaille avec les jeunes. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui étaient à la au dernier championnat des 20 ans qui sont dans cette sélection. Donc, voilà, il y a des perspectives, mais pour le moment, par rapport à l'Égypte, il y a encore un gros déficit de vécu. Mais ils vont jouer sans complexe. Et puis, il faut rappeler que l'Égypte, en 2019, le Bénin était allé en quart de finale. Donc, même si c'est pas tout à fait le même contexte, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Un mot, Hervé, de l'Égypte qui a fini première de son groupe B, mais qui n'a pas été flamboyante parmi les grands favoris de la compétition. Je dirais à l'égyptienne. Hein. C'est une équipe qui est jamais flamboyante, en tout cas pas en premier tour, qui sait gagner des matchs 1-0. Et c'est ça. Et aujourd'hui, là, pour l'instant, les deux grosses stars sont présentes, Marmouche et Salah. Donc, ça leur ressemble. Une montée en puissance et là on verra demain contre le Bénin s'ils passent, et s'ils passent, là ils redeviendront dangereux et une nouvelle fois candidats au titre. Sur une série de 13 matchs sans défaite face à des sélections africaines. Le premier match de groupe quand même contre le Zimbabwe, ils sont menés jusqu'à l'heure de jeu. Ils sont menés très tôt 1-0 et puis ils prennent vraiment le jeu à leur compte et ils finissent par arracher la victoire dans les arrêts de jeu par Mo Salah. Donc après, ils ont eu cette victoire contestable contre l'Af Sud, mais ils ont quand même tenu à 10 contre 11 pendant, une mi-temps. Et puis après, contre l'Angola, c'était les remplaçants, mais les remplaçants égyptiens, ça vaut quand même pas mal d'équipes de titulaires. Donc ils font 0-0, mais ils avaient assuré la première place. Donc c'est une équipe effectivement qui a un vécu énorme, qui a des joueurs de grande qualité. Si le Bénin passe, ce sera vraiment un exploit. Et je pense que ça va être une fête formidable à Cotonou. Allez, on passe rapidement au deuxième match de demain. Ce sera le Nigeria face au Mozambique. Autre rencontre déséquilibrée sur le papier, avec d'un côté des Super Eagles nigérians qui ont été les seuls avec l'Algérie à remporter leurs 3 matchs, et puis de l'autre des Mamba du Mozambique qui ont eu du mal dans la phase de poule. C'est David contre Goliath, messieurs? David contre Goliath, oui, mais attention parce que depuis que la CAN est à 24, toutes les équipes qui ont fait le plein au premier tour ont été sorties en huitième de finale. Donc a priori, c'est vraiment le Nigeria très très largement favori, mais les statistiques, même si elles sont là pour nous faire mentir, pour l'instant, elle donne plutôt le Mozambique favori. Le Nigeria favori? Non, mais le Mozambique, puisque le Nigeria fait sur les stats. Les stats, vous parlez des stats, Hervé. Nigeria-Mozambique, c'est 5 confrontations, 4 victoires, 1 nul pour le Nigeria. Oui, et puis le Mozambique a obtenu sa première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations lors de ce premier tour. Donc ils ont déjà réussi leur compétition, bien sûr. S'ils peuvent aller plus loin, ils ne vont pas se priver. Mais il ne faut pas oublier que le Nigeria, lui, a raté sa qualification pour la Coupe du Monde. Donc leur Coupe du Monde, c'est maintenant. Et vraiment, ils veulent gagner cette CAN pour prouver que, en fait, c'est eux la meilleure équipe d'Afrique et qu'ils auraient dû aller à la Coupe du Monde. Donc, je pense que face au Mozambique, ils vont pas laisser passer cette opportunité d'aller au tour suivant. Le Nigeria, on l'a dit, 9 points en 3 matchs. C'est quoi le facteur X? C'est cette ligne d'attaque impressionnante, Osimhen, Lookman et Akor Adams. Oui, cette ligne d'attaque, ça tourne. Et puis, ils savent mettre un faux rythme et accélérer subitement. Ça reste de formidables compétiteurs. C'est la CAN, c'est leur compétition, 15 demi-finales. Donc oui, ils sont faits pour ce genre de match. Pour finir en un mot, Xavier, un petit mot du Mozambique. Le sélectionneur a dit que c'était le match d'une vie demain. Vous êtes d'accord avec? Oui, Chiquinho Condé, qui est un ancien joueur, un grand joueur, qui a joué à Benfica, notamment au Portugal. Il était déjà en poste il y a 2 ans, donc il travaille sur la continuité, sur la régularité. Cette équipe, il l'a bonifiée. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, de la bouteille.
Donc ils n'ont pas grand-chose à perdre. De toute façon, en obtenant ce premier succès historique en phase de poule, ils ont déjà réussi. Mais s'ils peuvent aller plus loin, bien sûr, c'est l'occasion. Voilà, messieurs, c'est déjà la fin de cette édition. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce journal de la CAN. On vous retrouve tous les deux demain pour la suite de ces huitièmes de finale. À ma place, vous retrouverez Benoît Perrochet. On compte sur vous. D'ici là, l'information continue sur France 24.